Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors je suis pas habitué à parler avec un micro, donc si vous m'entendez pas, n'hésitez pas à me faire signe. OK, merci, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc effectivement, merci à BPI France de nous recevoir aujourd'hui. Merci à vous tous d'être, venus, d'avoir fait le déplacement ou de regarder par Teams. Il y avait le choix entre, la clim ou, le short à la maison, chacun a fait son choix. Donc le thème de ma présentation aujourd'hui, c'est sur le data mesh et comment effectivement Starburst peut aider à ces initiatives par le biais de la data product. Pour cela, Victor va vous présenter en fait un petit peu la vision du côté métier, du côté IT et terminer par une démonstration plus concrète de tout ça. Effectivement, je t'ai pas présenté Victor, mais moi je suis François Dupré, je suis account exécutif chez Starburst et Victor est le manager de l'équipe Solution Architecture en Europe du Sud. D'ailleurs, nous avons prévu des livres sur Data Mesh que je vais déposer dans l'espace là-bas juste après. Donc n'hésitez pas à vous servir. Il y a également des paires de chaussettes, même si la, la période estivale se prête plutôt aux tongs. Voilà, donc avant de rentrer en vue du sujet, on voulait présenter en une seule slide, vraiment, vous en faites pas, je vais pas parler trop longtemps, mais qui est Starburst, puisqu'effectivement on n'est pas une marque encore très connue. Starburst, en fait, c'est la version entreprise d'une technologie open source qui s'appelle Trino, qui s'appelait auparavant Trino, qui a été créée en 2012 chez Facebook. Donc voilà, c'était une technologie qui, à l'origine, avait pour objectif d'améliorer les performances des requêtes SQL sur Data Lake. Je ne m'aventure pas plus loin dans la technique, je laisserai Victor vous présenter tout ça après. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, on a fédéré un nombre de sources de plus en plus grand, et effectivement, ça nous a permis justement de proposer à nos clients un point d'accès unique et sécurisé à l'ensemble de la data où qu'elle se trouve. Du point de vue de l'entreprise Starburst, effectivement, donc tous les ingénieurs qui ont créé la techno en 2012 chez Facebook ont créé effectivement l'entreprise en 2018, et on a commencé à commercialiser le logiciel en 2020. Donc on a le plaisir et l'insigne honneur de travailler avec 3 entreprises dans le monde pour l'instant. En France, c'est Victor avec Martial, mon manager, qui a lancé l'activité en avril 2021. On a eu effectivement la confiance très rapidement de plusieurs banques françaises, d'un grand opérateur de téléphonie, d'une grande entreprise pharmaceutique. En Italie, Espagne, Portugal, on a également des clients dans le domaine bancaire. Donc voilà, on a la chance d'avoir eu pas mal de succès. Et effectivement, Starburst, c'est l'entreprise qui comporte actuellement 400 employés dans le monde. En France, j'étais l'employé numéro 3 il y a 4 mois, et nous sommes maintenant 10, et nous serons 15 à la fin de l'année. Du côté Starburst, on sera 800. Donc effectivement, une croissance assez forte, qui nous fait plaisir, parce que ça montre un certain intérêt pour ce que l'on propose. Et effectivement, ce que l'on propose, si je devais le résumer en une phrase avant de laisser Victor prendre la parole, c'est en fait le fastest time to insight. Alors, je sais que le challenge est censé venir de vous à nous, mais si quelqu'un me trouve une traduction pour fastest time to insight, je suis preneur. Mais voilà, c'est le temps le plus rapide pour la donnée, pour la prise de décision. Et effectivement, l'idée, c'est d'accéder à la data, quelle que soit la source où elle se trouve, sans la déplacer. Donc le fait que ça rende ça transparent et sans couture, pour prendre un anglicisme, pour le métier et l'IT. Voilà, c'était Starburst, entreprise solutions. Je laisse la parole à Victor. Merci François, j'espère que le micro ça va. Donc, juste un petit truc, Trino c'est la nouvelle version, c'est le nouveau nom de Presto. Trino c'est le nouveau nom de Trino. Donc avant c'était Presto ou Presto SQL. Okay, donc, ça a été inventé chez Facebook donc, il y a 10 ans. Et donc Presto a été renommé Trino il y a 1 an. Et nous donc on est la version entreprise. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais mixer entre des démos, des slides, je vais parler un peu de data mesh et je vais faire surtout une démo à la fin pour entrer concrètement. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce que ce n'est pas que du buzzword, etc. Et puis, nous, Starburst, on ne fait pas que du data mesh. D'ailleurs, le data mesh, il n'y a pas de solution data mesh, ça n'existe pas. Donc, je vais vous expliquer, nous, notre idée et puis ce qu'on fait avec ou sans data mesh. OK? Donc, première démo, rapidement, je suis un utilisateur plus métier. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on propose? On va voir. Donc, ça, c'est à l'interface. En gros, les personnes, après, on le verra comment on fait ça. Ok, je vous montrerai en détail comment on crée ça, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et vous pourrez poser toutes vos questions. Mais en gros, ici, je vais avoir un catalogue de data product, au sens que nous, on pense que c'est un type de data product. Hein. Il y a plein de types de data product différents. Donc là, j'ai un catalogue sur lequel je vais pouvoir faire de la recherche, donc rechercher par tag, par ordre alphabétique, par domaine métier, risque, business, etc. Donc moi, je suis analyste risque, j'ai besoin de faire une analyse sur mes cartes bancaires, sur mes scores FICO,
par rapport à mes cartes bancaires, mes clients. Donc, est-ce que j'ai un data product qui parle de risque? Oui, j'en ai plusieurs. Tiens, j'en ai un là qui a 4 étoiles. C'était fait par Brian, c'est intéressant. Ça parle de risque, de prêt, de défaut. Donc, ça m'intéresse. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, dans ce data product, pour nous, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, je vais le réexpliquer, mais c'est un ensemble de métadata. C'est de la métadata, c'est de l'information, c'est du partage. Évidemment, c'est de la donnée. Mais un data product, pour nous, donc c'est un propriétaire ou plusieurs propriétaires. Ça va être des tags, un domaine. Alors, on peut voir ici qui, OK, ce data product, il a l'air assez récent, il m'intéresse. Il y a pas mal de gens qui le requêtent. Il a 5 étoiles. Apparemment, il y a des gens qui ont discuté sur ce data product. OK. Donc, résumé, la description, ça m'intéresse. Et puis, tiens, ce data product, il contient 3 datasets. Et puis, tiens, il y a un dataset qui m'intéresse, là, le report customer, qui sont à risque de défaut sur le crédit. Tiens, je vais aller voir. Donc, ce dataset, il est là. Ça, c'est ces colonnes. Une petite description un peu métier des colonnes. Tiens, ça m'intéresse. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces données. Petit preview. Donc, j'ai les noms de mes clients, le score FICO, le numéro de compte. OK, bon, c'est intéressant. Donc maintenant, je vais aller faire du reporting. OK. Donc là, je vais partir sur mon outil préféré de BI, DataVis ou de reporting. Pour moi, c'est Tableau ici, par exemple. Ça pourrait être Power BI. Je vous expliquerai après tout ce qu'on peut faire à partir d'autres outils. Donc, je me suis connecté à mon cluster, OK, Starburst. Je vais vous expliquer encore une fois. Ici, on m'a dit, tiens, tes data products à toi que tu recherches, il faut que tu ailles dans le catalogue Hive. Et ici, j'ai bien un data product. Je retrouve mon data product qui s'appelle Risk of Loan avec mon dataset Credit Card. Super. Donc là, je vais demander à Tableau de regarder, de récupérer les informations. Donc je vois, tiens, OK, c'est ce qui m'intéresse. Alors là, en fait, dans mon interface, j'étais un user. Là, je suis un autre user. Donc on peut voir aussi que c'est masqué. J'ai tout ce qui est data masking, toute la sécurité. On pourra en reparler. Donc là, ça m'intéresse. Et puis après, tiens, je vais aller faire mon petit rapport. Donc là, j'avais un petit rapport frais. J'ai la moyenne de mon score FICO par année et trimestre. Okay. Donc là, rapidement, je suis un métier. J'ai réussi à découvrir, j'ai recherché de l'information dans l'ensemble des data products qu'on m'a partagé, parce que c'est un data product qui a été fait par quelqu'un. Donc on me l'a partagé. Dans cette interface, je peux récupérer les informations. OK. Alors, si on continue un petit peu, donc là, c'était une entrée en matière, mais je vais rentrer dans le détail sur comment on fait ça, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. En tant qu'IT. Donc, juste Starburst, si on revient à Starburst en général, ou Presto ou Trino, le problème ou la problématique qu'on essaie de résoudre, c'est tous ces process ETL. Quand on va faire de l'analytique, depuis 20 ans, on dit mettez tout dans un data lake, mettez tout dans un data warehouse, mettez tout ici. On se rend compte que, des fois, ce n'est pas possible. Qui a réussi à mettre toutes ces données dans Hadoop? Je ne sais pas. Ensuite, le business a une nouvelle donnée. Il veut faire un process ETL, il demande à l'IT, Data Engineer. Le Data Engineer dit OK, tu attends 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois pour avoir tes données, parce que je n'ai pas le temps, etc. Donc en gros, ça ralentit un peu le business parce qu'il a plein de données à droite à gauche dans des bases NoSQL, SQL, du Kafka, du Data Lake. Et lui, il aimerait bien y accéder facilement sans avoir à développer ses process ETL. Donc, qu'est-ce qu'on amène? Et c'est la genèse de Presto, Trino ou Starburst. Qu'est-ce que c'est Starburst ou encore une fois Presto ou Trino? C'est un moteur SQL. C'est un moteur SQL MPP, massivement parallèle processing. Donc, on fait 0 stockage. On ne stocke aucune donnée. C'est un moteur SQL scalable, c'est du calcul distribué. Avec possibilité d'avoir un grand nombre d'utilisateurs concurrents, voire scalé à 10, 20, 50, 100, enfin il n'y a pas de limite, scalable en termes d'utilisateurs concurrents, de volume de données, la sécurité globale pour savoir qui a le droit de faire quoi, et puis plein de connecteurs. Presto a été inventé pour faire du SQL sur de l'object storage, sur de l'HDFS, évidemment maintenant on fait du S3, du ADLS, du GCS, etc. On est très fort, très rapide pour faire du SQL natif sur de l'object storage. On est réputé pour ça. Donc directement, on va attaquer les fichiers Parquet, Avro, Delta Lake, Iceberg, tous ces trucs-là. Mais maintenant, on a aussi 50 connecteurs pour aller se connecter à du MongoDB, du Kafka, du Oracle, évidemment, du Teradata, du Snowflake, de l'Elastic, voilà. Et ce qu'on a aussi amené, on le verra dans la démo, on a une interface pour faire gérer des data products, entre autres. Donc voilà, donc le but du jeu, c'est point d'accès unique à l'information. Et vous allez voir les use cases qui sont à la fois de la fédération, etc. Donc on peut accéder à des data warehouse, des data lakes. Et le but du jeu, c'est que les utilisateurs, que ce soit les data scientists ou les utilisateurs plus BI, gardent leur outil préféré, leur notebook Jupyter, Tableau, Power BI, n'importe quoi, gardent leur outil pour accéder à leurs données. Donc point d'accès unique à la donnée.
Donc, je suis IT. Bon, en fait, je suis IT juste en 2 secondes là. Après, je vais faire une démo plus complète sur comment on fait tout ça. Mais en gros, voilà ici, dans mon environnement de démo, hein, c'est un cluster qui est déployé ici dans ma zone. Mais vous voyez, ici, dans mon environnement de démo, j'ai plein de connecteurs. Ok, je vais pouvoir me connecter, je ne sais pas, à du Salesforce. Je vais pouvoir me connecter à du MongoDB, à du Kafka, à du Glue directement, ok, le catalogue dans S3. Donc, à chaque fois, je me connecte, et à chaque fois que je me connecte à ces catalogues, j'ai un schéma avec des tables, ok, et des colonnes, etc. Okay, donc là, ce sont tous les schémas que je peux accéder, sachant qu'on a aussi des choses pour accéder, pour faire du multi-cloud. Hein. Ici, je peux attaquer par exemple du BigQuery dans Google Cloud, du Cosmos dans Azure. Enfin bon. Donc on a comme ça plein de différents connecteurs pour se connecter à la fois du relationnel, du NoSQL, etc. Okay, donc là, j'ai configuré des catalogues pour accéder à ces données. Bon. Si on revient un petit peu maintenant ici, on va voir dans le détail. Les use cases, pourquoi on existe et qu'est-ce qu'on résout comme problème. À la fois, ce que je vous disais, le premier, c'est Data Lake, c'est Object Storage. Okay, c'est là où on remplace Hive. Il faut savoir que Starburst, Trino, Presto a été inventé chez Facebook pour remplacer Hive. Vous savez que le moteur Hive, en termes de performance, essayer de faire de la BI avec du Hive, c'est pas possible, a priori. Donc, Presto, c'est du SQL natif sur du Parquet, ORC, Iceberg, Delta Lake, etc. Donc, accélérer, faire du SQL natif sur de l'Object Storage, c'est un des premiers gros use cases. Ensuite, Federated Analytics. Pourquoi? Comme on peut se connecter à plein de sources différentes, à 50 sources différentes, on va pouvoir faire des jointures, des croisements, mixer des données qui viennent de différentes choses. Vous allez voir, dans une requête SQL, vous allez pouvoir faire une jointure entre Mongo, Kafka, Data Lake ou Oracle. Okay, dans une requête SQL, vous allez pouvoir faire des jointures entre tout ça, sans process ETL. Okay, c'est du processing parallèle distribué en mémoire. Donc le but du jeu, c'est, alors on parle des fois aussi de virtualisation, mais en gros, c'est éviter de bouger la donnée d'un endroit à un autre dès que je veux faire de l'analytique. C'est les histoires de data mesh, on va en reparler un petit peu pour désiloter, enfin garder des silos. C'est pas grave si la donnée est là, là ou là. C'est pas grave si la donnée n'est pas au même endroit à un moment donné. C'est pas grave. Donc, voilà, donc faire des jointures entre différentes sources de données disparates, c'est un point important. Federated Analytics, on pourra parler des use cases dans les banques françaises, où une grande banque française verte fait une jointure entre du S3 on-prem IBM et du Cassandra, ou du Mongo, parce qu'il y a des données froides ici, des données chaudes ici. Okay, migration ETL. Alors, troisième use case, pourquoi? On est du SQL, c'est du SQL ANSI, hein, c'est pas un propriétaire, c'est du SQL ANSI pur, on fait tout ce que vous voulez en SQL, et comme c'est du SQL, dans certaines sources de données, on sait faire de l'insert, on sait faire du create table. Donc pareil, un opérateur français fait select from une grosse base Orange, encore une fois, insert into GCS. Okay, donc vous pouvez comme ça aussi, il y a des gens qui utilisent Starburst pour bouger la donnée, parce qu'on fait du create table, de l'insert, du select, etc. Okay, sachant qu'en plus, dans Trino, il y a 2 mois, ils ont mis un nouveau truc intéressant pour tout ce qui est fault tolérance. Okay, reprise sur activité, retry. Une requête, elle tombe, elle va redémarrer avec un point d'arrêt. Okay, donc ça, c'est des options qui sont arrivées, qui sont super intéressantes pour les batchs ETL, quand ça dure 10 minutes, 15 minutes, et on n'a pas envie de tout perdre quand ça tombe. Okay, donc ETL migration, ça peut être intéressant. L'autre truc pour la migration, vous faites une jointure entre, je ne sais pas, un Teradata et un Hadoop. Teradata, ça coûte un peu cher, vous le migrez dans S3, dans Amazon. Comme l'utilisateur, il attaque tout ça via du Starburst, lui, que ce soit du Teradata ou du S3, c'est pareil. Donc ça évite aussi des fois des frictions. Okay, parce qu'on abstrait un petit peu, on abstrait même complètement la couche de stockage. Un des points de notre CTO, c'est intéressant ça, il parle d'optionnalité. Okay, on laisse le choix de l'optionnalité où sont stockées les données. Aujourd'hui on-prem, demain cloud Azure, demain Amazon, c'est pas grave. Okay, d'ailleurs, c'est un peu cross-cloud analytics. On a quelque chose, par exemple, qui permet de faire des jointures, enfin un lien entre des clusters qui sont déployés à droite à gauche. Typiquement, j'ai un Amazon, un Azure on-prem. Moi, je veux faire le compute au plus près de la donnée. Je veux éviter mes coûts Y. Vous savez que c'est pas cher de mettre des données dans le cloud, de les sortir, ça coûte un peu plus cher. Et donc, quand depuis Amazon, je vais faire une jointure, je veux récupérer ou faire du calcul ou faire une jointure avec mes données dans Azure, moi, avec un cluster Starburst dans Azure, je fais le compute dans Azure, et je récupère que le résultat de la requête ou que les données dont j'ai besoin pour faire ma jointure. Bon. Donc, on a des choses comme ça intelligentes pour faire du cross-cloud analytique ou multi-cloud. Et le dernier point, on va faire un petit focus aujourd'hui là-dessus, c'est Data Mesh Data Product.
Donc, on s'inscrit dans, dans cette démarche data mesh. Hein. On a sponsorisé le livre de Zhamak sur le data mesh et on a une interface pour essayer de commencer pour les entreprises à les aider à créer, gérer, développer des data products. Okay, le principe du data mesh, je vais vous l'expliquer un petit peu rapidement. Ça prend en compte ce côté décentralisation. Okay, data mesh, il dit arrêtez d'essayer de tout mettre au même endroit. Parce que de toute façon, ça va être dur, compliqué. Aujourd'hui, ça marche à l'instant T, demain, ça ne marchera plus. Enfin, voilà. Encore une fois, il n'y a rien de noir ou blanc. Hein. Moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter le test, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de solution idéale. Mais on essaye de simplifier un peu les choses. Donc, si on continue un petit peu, voilà, le data mesh, ça c'est la slide, la phrase de Zhamak Dehghani, c'est une approche décentralisée. Alors, vous voyez, c'est socio-technical, parce que ce n'est pas que la technique, ce n'est pas du produit. Okay, c'est souvent de l'organisation. Ce n'est pas on arrive comme ça, tiens, on va tout changer. Ça prend du temps, etc. Mais il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent. Donc, le but du jeu, c'est d'accéder, de gérer les données à l'échelle dans une entreprise où j'ai des rachats, j'ai des gens aux US, en Angleterre, en France. Bon, voilà, c'est pas simple, okay, dans la grosse entreprise, de centraliser la donnée. Donc, voilà, le côté, hein, le constat, c'était centraliser la donnée, c'est un bottleneck, c'est un peu un goulot d'étranglement. Hein. Quand les métiers veulent faire des choses, ils doivent appeler le central et central IT, s'il te plaît, mes data engineers, préparez-moi ce jeu de données, nettoyez-moi ce jeu de données pour faire quelque chose, pour faire de la data science ou de la BI. Donc, c'est des équipes centrales qui doivent faire tout ça, des experts. Et du coup, ça pose problème. Donc, le but du jeu un petit peu du data mesh, c'est décentraliser. Dire, c'est pas grave, n'ayez pas peur de décentraliser la préparation de données ou l'exploitation de la donnée dans les métiers. Okay, donc là, on va avoir plusieurs métiers qui eux-mêmes vont être ce qu'on appelle data owner, vont être responsables de leurs données. Donc chacun va avoir son data engineer, chacun va avoir des gens qui vont faire ça, mais le but du jeu, c'est que chaque métier va pouvoir utiliser la meilleure techno qu'il pense intéressante pour son activité et va pouvoir promouvoir de la donnée au sein de l'entreprise avec une bonne fiabilité, etc. Okay, c'est lui qui a la maîtrise de sa donnée. Donc, les 4 piliers data mesh, et nous, on va faire un focus sur data as a product, c'est 4 choses. Hein, ça résume en une slide, mais il y a beaucoup plus. C'est domaine ownership, ce que je vous disais. Le métier, okay, va être, chaque domaine va être propriétaire de sa donnée, c'est lui qui en est responsable, c'est lui qui la diffuse, c'est lui qui décide où la stocker et comment, etc. Deuxième, c'est diffuser au sein de l'entreprise ce qu'on appelle la data en tant que produit. On va voir ce que ça veut dire. Troisième, c'est quand même l'IT qui va donner on va dire en self-service une infrastructure. Okay, l'IT donne à disposition des outils, des infras, du stockage pour les domaines. Vous voulez faire du data lake, allez-y, c'est là. Vous voulez une base de données, vous voulez un outil de BI, vous voulez du Spark, du streaming. Okay. Et puis enfin, il y a tout ce qui est la gouvernance, c'est important. Il faut quand même essayer de gouverner tout ça de manière centrale. Donc, on essaie aussi d'avoir des couches fédérées pour la gouvernance. Donc nous, aujourd'hui, nous, Starboss, on ne fait pas tout, hein, loin de là. Par contre, on essaye de proposer des choses sur le data as a product. Donc, data as a product, il faut savoir que quand vous parlez à des gens, vous parlez à n'importe qui, vous allez parler à des éditeurs, à des sociétés de services, à des gens du conseil, tout le monde va avoir une définition différente de qu'est-ce qu'un data product. Et c'est normal. Un data product, ça peut être une API, ça peut être un fichier dans un serveur FTP, ça peut être une table, ça peut être n'importe quoi. Donc, data as a product, il n'y a pas de définition technique. Donc, il y a des gens qui vont vous dire, moi, un data product, c'est une table. D'autres, ils vont vous dire, c'est une table des métadatas. D'autres, c'est une table des métadatas et un access pattern. C'est accéder via une API, via JDBC, via je sais pas quoi. Il y a des gens qui vont dire, moi, un data product, c'est aussi un conteneur Docker, parce que j'ai tout mon processing à l'intérieur. Bon. Nous, on va le voir, on a choisi, on a dit, pour notre implémentation à nous, un data product, c'est un ensemble de tables, et en fait de vues, plein de métadatas, un access pattern particulier et du code SQL. Donc c'est comme ça, vous allez voir qu'on définit et qu'on fait nos data products. Donc data product, hein, comme je vous dis, c'est au cœur du data mesh, hein, c'est les domaines, créent, gèrent, diffusent, managent leurs data products pour servir l'entreprise, pour les partager. C'est ça l'idée. Donc, un data product, qu'est-ce que ça doit être? Normalement, on doit le découvrir facilement. On doit pouvoir y croire. Hein, on doit pouvoir avoir bonne confiance dans l'utilisation de ce data product. On doit dire, OK, j'utilise ce data product. A priori, ce qu'il y a dedans, c'est fiable. Il doit pouvoir facilement se décrire. À chaque fois, je dois appeler quelqu'un pour savoir quelles sont les données intérieures. C'est un peu compliqué. Interopérable, hein, ce n'est pas juste un format exotique dans un coin. Sinon, si je ne peux pas m'en servir dans mes outils classiques, aussi, c'est dommage.
Et puis sécuriser, évidemment, suivant qui je suis. Bah, des fois, dans mon data product, je n'ai pas le droit de voir telle donnée, telle colonne, parce que voilà, tout le monde n'a pas le droit de voir la même chose, le même data product, etc., etc. Donc, différentes qualités du data product qui doivent être respectées. Donc, pour nous, vous allez le voir, on peut intervenir sur différents aspects, à la fois pour créer et développer ces data products, et à la fois, pourquoi pas, pour faire de la fédération, pour faire des jointures entre différents products, encore une fois, sans déplacer la donnée. Okay, on ne va pas être un nouveau ETL qui bouge la donnée, on n'est pas un data warehouse, on n'est pas un data lake. Okay, on est un moteur de processing. On est un moteur de processing SQL. Okay, on ne fait pas de Spark, hein, ne me posez pas la question, on fait que du SQL. Donc voilà. Alors, du coup, bon, c'est des copies d'écran, mais vous allez le voir dans la démo, mais en gros, on va avoir des data producers, ce qu'on appelle ou les data engineers, qui vont eux-mêmes créer, développer ces data products, les mettre à disposition avec de la sécurité au sein de l'entreprise, pour après pouvoir être consommés par des gens, plus des analystes métiers, des data scientists, des gens de la BI, du métier, etc., qui vont consommer ces data products qu'on leur a mis à disposition. Donc voilà, dans l'interface, vous allez voir, le but du jeu, c'est que ce soit facilement visible, on puisse facilement trouver ce qu'on veut, ça va être gouverné en termes de sécurité évidemment et d'accès, accessible encore une fois, et puis tout ça aussi, ça c'est intéressant, ça peut être disponible via des API REST. C'est-à-dire que depuis un outil de gouvernance à vous, vous pouvez créer un data product Starburst, et inversement, vous pouvez récupérer depuis, je ne sais pas, votre outil de lineage ou de catalogue, les informations des data products qui sont créés dans Starburst. Donc tout ça aussi, c'est disponible via des API. Avant ma démo, je ne sais pas au point de vue timing, mais juste la slide qui résume Starburst, sans parler que de data mesh et data product, hein, c'est ça. En gros, Starburst, on est d'accord, c'est une couche de consommation de la donnée. C'est un moteur SQL, donc c'est un cluster de machines, 1, 2, 3, 4, 40 machines, qui fait du calcul parallèle, okay, MPP, sur du SQL. Le but du jeu, c'est que les gens, avec leur outil favori de BI ou de DataVis, plugin natif dans Tableau, Power BI, du JDBC, de l'ODBC, des librairies Python, des librairies R, ce que vous voulez, okay, vont accéder au cluster. Pourquoi? Soit pour faire du SQL sur leur data lake favori, sur leur object storage favori, que ce soit de l'on-prem ou du cloud, faire des jointures ou accéder à des bases relationnelles, à du NoSQL, à du streaming. Donc là, je vais faire une jointure entre mon Mongo, mon Cassandra, mon Oracle et mon Hadoop. Voilà, je fais select, from, etc. Et voilà, donc on va récupérer les données de manière smart. Hein, on va pas faire, on fait un peu de push down. Enfin voilà, on pourra reparler sur les détails techniques. Et important, on a aussi une couche de sécurité. Donc au milieu, on va pouvoir aussi dire, je me connecte en tant que Victor, qu'est-ce que j'ai le droit de lire ou d'écrire dans tous ces catalogues. Je n'ai pas le droit de tout voir, enfin écrire partout. Je vais avoir du colonne row level security, du data masking. Enfin voilà, on peut aller assez loin dans, je me connecte depuis mon tableau, mon Power BI ou mon Python, je ne peux pas accéder forcément à tous les catalogues de la plateforme. Voilà un petit peu pour les slides. Je regarde l'heure, 16h46, ouais, c'est bien, je pense. Ça va jusqu'ici? On passe sur le côté un petit peu, on va voir vraiment maintenant ce que ça fait. Je pense que vous allez vite comprendre les choses. Hein. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'exotique, mais c'est une très, très belle techno et très bonne techno. Donc, si on reprend un petit peu le truc, donc comme je vous disais, donc ça c'est notre interface qui permet de faire plein de choses. À la fois, bon, je vous le montrerai, je peux vous le montrer là ou tout à l'heure, mais à la fois, je vais pouvoir regarder ce qui se passe dans mon cluster. Okay, l'utilisation CPU, le nombre de requêtes, les workers. Hein. Ici j'ai 2 workers, j'ai 2 nœuds dans mon cluster, je pourrais en avoir 40. Hein. On a des gros clients, je ne sais pas, des Américains, évidemment des Netflix, des Tesla, etc., qui utilisent notre techno. Je vais pouvoir, on le verra, mais voir toutes les requêtes qui sont passées au sein de mon cluster, okay, avec du reporting. Et même, vous pouvez créer votre propre reporting. Hein. Quels sont les top users qui ont fait des requêtes, quelles sont les sources, enfin, depuis où on a fait ça, un SoSpot, un JDBC, un tableau, etc. Et puis, quelles sont les tables que les gens ont le plus requêtées. Bon. Et puis ici, pourquoi pas l'historique du cluster, plus technique en termes de mémoire, okay, la heap utilisée, l'utilisation CPU, la requête, la taille du cluster. Petite info, maintenant on adore Kubernetes évidemment, on se déploie dans Kube on-prem ou cloud, on sait encore se déployer sur des VM, hein, on sait encore faire du RPM ou des tarbols, mais quand on est sur du Kube, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'autoscaling. On en parlait tout à l'heure avant, là, personne n'en parlait. Donc on utilise
KEDA ou l'autoscaler de IKS ou AKS ou JKE, etc. Donc le cluster, il peut monter, descendre tranquillement. Ça peut être intéressant. Alors, maintenant, moi, je suis utilisateur, data engineer ou business analyst ou data scientist. Bon, voilà, on m'a donné accès à ces catalogues et parce que j'ai le droit. Donc, évidemment, je peux faire des petites requêtes SQL, mais ça, c'est pas très intéressant, on va dire. Hein. Sur mon catalogue Glue dans Amazon, moi, je fais une requête sur une table, je fais une requête sur une table Oracle. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ça. C'est ça ici où, vous voyez ici, je fais un select et je fais une jointure entre Snowflake, Oracle et Hive. Donc encore une fois, c'est le but du jeu où je n'ai pas besoin, si je veux faire des jointures, des analyses croisées entre des sources différentes, je n'ai pas besoin de bouger ces données. Okay, le cluster, de manière intelligente, il va aller prendre les données qui vont bien dans les sources de données, il va faire un peu de SQL pushdown pour pas récupérer toute la table Oracle. Hein. On ne va pas récupérer toutes les données en mémoire si je n'ai pas besoin. Donc, on peut aller voir pour chaque requête ce qui se passe. Donc ça, c'est la requête. Ça, c'est qui a fait ça. OK. La requête a été analysée, queue, planifiée, exécutée. Hein. On a un moteur, on a un moteur pour un peu réécrire la requête pour la distribuer. Hein. On va distribuer la requête. On va la scheduler sur les nœuds du cluster. Ça, c'est le cluster OK, qui n'était pas très... qui est pas très utilisé là en ce moment, tout va bien. Les différents stages, alors on peut aller très loin dans l'analyse, hein, ça c'est pour ceux qui connaissent Trino, Presto, on retrouve le schéma, enfin le graphe d'exécution. On retrouve ici voilà, les différents stages avec quel nœud a bossé, combien de lignes, etc. Bon, le plus intéressant c'est ça, je trouve. C'est ici, on dit, voilà, combien de temps ça a pris, combien de temps de CPU ça a pris, est-ce que ça a été parallélisé ou non, combien de temps. Voilà, j'ai tapé ces trois catalogues, hein. J'ai tapé des données dans Snowflake, Hive et Oracle, combien de lignes, combien de bytes j'ai récupéré, et puis le plan d'exécution. Ça, c'est vraiment super pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, on voit, j'ai mis 900 millisecondes pour récupérer mes données dans Oracle. J'ai fait un petit peu de... Non, je n'ai pas fait de filtre ici. 58 millisecondes pour récupérer mes données de Hive, après, etc. Et puis après, par exemple, il vous dit comment il a fait une jointure distribuée. Hein. Si vous connaissez Spark, ou MapReduce, pour faire une jointure dans un monde distribué, il y a plusieurs manières de faire. Voilà, vous pouvez voir si c'est du broadcast, du répliqué, etc. Donc voilà, là on comprend tout, c'est un plan d'exécution SQL, super intéressant. Alors, si je reviens, donc là voilà, c'est ça le truc. Maintenant, si on passe un petit peu métier dans le côté data mesh, etc., je dis ok, c'est bien beau de faire ces requêtes, mais moi, pour dire à mes analystes métiers, tiens, fais cette requête SQL pour récupérer tes données, ils ne sont pas forcément les pros du SQL. Donc, première chose, je peux leur créer des vues. Une vue SQL, que ça soit une vue simple, logique ou une vue matérialisée. Okay, donc là, je peux créer des vues. Hein, je fais une vue ici dans mon catalogue Hive qui fait la jointure entre Oracle, Snowflake et Hive. Et puis après, comme ça, l'utilisateur, je peux dire, voilà, tu vas dans cette vue, tu auras tes données. Lui, il n'est pas forcément censé savoir que ça vient de Hive, Snowflake et Oracle. Okay. Et chose intéressante, on peut matérialiser la vue. Ça, on a plein de choses après pour cacher un peu la donnée, sachant que quand on fait du cache, on la cache dans l'object storage. Hein. Nous, on ne stocke rien. Donc le cache est fait dans l'object storage du client, dans votre object storage, HDFS, S3, ADLS, GCS, etc. Donc, si je fais une vue matérialisée, je persiste le résultat de ma vue. Ce qu'il y a, c'est que, et je rafraîchis toutes les heures, toutes les 2 minutes, etc. Comme ça, l'utilisateur qui fait un select sur la vue, il n'a pas à chaque fois à faire 40 jointures. Il va directement sur le résultat. La donnée, elle n'est pas fraîche d'il y a 2 secondes, mais ce n'est pas grave. Okay, donc voilà, donc on peut faire des vues, matérialisées ou non. Donc ça, c'est super intéressant. Maintenant, je me dis, OK, c'est bien beau. Bon, là, j'ai d'autres démos, mais voilà, par exemple, sur du Data Lake ou du Delta Lake. Voilà, du Delta Lake, on va pouvoir faire de l'insert, de l'update sur du format Delta Lake. Bon, ici, je crée un schéma depuis un bucket. Enfin, bon, c'est vraiment, on peut faire plein de choses. Donc maintenant, je me dis, OK, j'ai une vue, c'est sympa, je voudrais la distribuer à mes utilisateurs en tant que data product. OK, je voudrais faire ça. Donc on va faire un petit data product. Donc, data product, moi en tant que Victor, je regarde l'heure, tout va bien. J'espère que je ne vais pas trop vite. Bon. Ça va, OK. Donc, je vais créer un data product. Comme tu parles tech, ouais. Tu vas à la bonne vitesse. Ça va? J'essaye de à la fois parler vite pour ne pas vous embêter, à la fois être clair sur les principes, mais voilà. Donc ici, le nom du mon data product, je vais l'appeler BPI Data Product. OK.
Je vais stocker ça dans un catalogue qui s'appelle Data Product pour que ça soit plus simple pour mon utilisateur pour le récupérer. Et puis, c'est un Data Product qui parle de marketing. Donc là, je vais dire mon super Data Product. OK. Une description. OK. Continue. Alors, un Data Product, comme je vous disais, c'est quoi? Ce sont des datasets. Et en fait, ça va être des vues. Donc ici, je vais dire, alors, qu'est-ce que j'avais ici? C'était ici cette vue que je voulais. Donc si je la récupère ici, en gros, c'était quoi? Non, c'était non, c'était c'est ici que je voulais. Donc voilà, ici, je vais demander mon dataset, c'est la moyenne de l'income, hein, la moyenne de l'income de mes clients. Donc hop. Donc ici, ça va être mon average. On va écrire en français, hein, tant qu'à faire. Hop. Moyenne income client. OK. Dataset. OK. Ensuite, bah ici, c'est là où je vais mettre ma requête. OK. C'est là où je vais dire, bah, est-ce que c'est une vue ou une vue matérialisée? Okay, on peut dire c'est une vue qui va être matérialisée, rafraîchie tous les X temps, ou même on peut mettre une colonne incrémentale, mais ici c'est juste une vue. Bon. Quelles sont mes colonnes de ce dataset dans mon data product? Ok, ça a l'air bien. Mais tiens, ici je vais donner un peu un nom, c'est mon segment client. Ok, je peux donner des noms un peu plus métier. Client. Ok, et là c'est la moyenne. Okay. Une preview. A priori, est-ce que j'ai bien les données que je veux montrer? Ok, bah, par segment client, j'ai bien ma moyenne. Bon, je pourrais faire des choses plus compliquées par rapport au format, hein. Je peux faire encore du SQL avec tout ce que je veux. Bon, c'est bon, je vais mettre qu'un seul dataset. Alors, évidemment, je vais devoir mettre un propriétaire. C'est moi le propriétaire de ce data product. Je vais pouvoir lui mettre des tags. Ici, ça va être un tag client. Okay, c'est un nouveau tag. Et puis, c'est aussi toujours sur le risque. Okay. Un lien pour faire un peu de doc. Donc là, c'est info sur l'income. Et puis ici, c'est mon lien vers mon intranet, http w.bpi.com. OK. Je peux lui ajouter des tags, c'est bon. Moi, a priori, j'ai ce qui m'intéresse. Donc là, je vais pouvoir le sauvegarder et le publier. Okay, donc vous voyez ici dans mon data product, j'ai un seul dataset. Super. Donc là, je peux le publier. Publier mon data product. Tout va bien. Ouf. Là, j'aurais pu mettre des exemples d'utilisation, des requêtes pour utiliser ce data product. Je peux commencer à discuter sur le data product. Je peux commencer à imaginer. Donc voilà, on a fait du rating. On va bientôt avoir un bouton partage. On travaille beaucoup sur ça pour avoir aussi du lineage. Aujourd'hui, le lineage, il se fait plus avec des outils externes, de l'Atlas, des outils qui sont faits pour ça. Donc là, on est OK. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé juste techniquement? C'est qu'en fait, j'ai créé un schéma dans mon catalogue Data Product. J'ai créé un schéma qui s'appelle BPI Data Product avec en dessous tous les datasets dont j'ai besoin. Donc, si je vais dans mon tableau, alors dans le tableau, je vais aller en tant que tiens, je vais aller dans Data Product, dans mon catalogue Data Product, et on va voir les schémas à disposition. Tac, tac, tac. Ah oui, tiens, j'ai un nouveau schéma qui s'appelle BPI Data Product. C'est le data product que je viens de créer. Okay. Donc, j'accède à ce data product. À l'intérieur, ben, j'ai une seule table. Hein, c'est ma table moyenne income client. C'est ce que je voulais. Donc, je vais enlever celui-là. On est d'accord qu'on est complètement en direct query hein, dans Tableau. C'est du direct. Hein, c'est comme dans Power BI, c'est du direct query. Ce n'est pas de l'extract, ce n'est pas de l'import. Je vais vous montrer le résultat après dans Starburst. Donc là, je supprime ça, je supprime ça, et je récupère ma donnée dans Tableau. A priori, c'est bien la donnée que j'avais créée dans Starburst. OK, tout va bien. Et maintenant, alors je peux faire un petit rapport. Alors là, ce rapport, il est plus d'actualité. OK. Je ne suis pas forcément très fort en Tableau, mais bon. Voilà, et là, ici, j'ai mes clients et à l'intérieur, je vais mettre mon average, etc. Okay. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que là, le tableau, il exécute en live des requêtes SQL. Donc, il peut générer des requêtes SQL super complexes, bizarres, etc. Et si je repars dans Starburst, Query Overview,
qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a fait une requête, bah, c'est moi. Hein, et c'est quoi cette requête? Bah, elle a été générée par Tableau. C'est Tableau qui a généré cette requête SQL. Alors voilà, la requête SQL, elle est, je ne sais pas, des fois, Tableau fait des requêtes SQL avec plein de castes, avec plein de choses, etc. Là, elle est assez simple, mais cette requête SQL qui a été envoyée par Tableau, elle tape bien sur moyenne income client, moyenne income client. Et si on voit un petit peu ce que c'est, ok, tac, 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 advance. Voilà, donc mon dataset moyenne client, c'est bien en fait une jointure hein, entre Snowflake, Hive et Oracle. Donc en live, quand j'ai interrogé depuis mon tableau mon data product ou ma vue, bah, j'ai été exécuter une vue qui elle-même fait une jointure entre Snowflake, Hive et Oracle. D'accord ? Donc voilà, donc le but du jeu de cette démonstration, c'était vraiment pour vous montrer à la fois les possibilités de fédération, à la fois cette nouvelle interface de data product qui permet aux gens de faire de la sémantique, hein, sachant qu'on est ouvert avec les outils extérieurs, avec les outils de cataloging extérieurs, avec les API. On a aussi, pour la sécurité, on peut faire différentes choses. Hein. Soit on est intégré dans Apache Ranger, soit notre propre outil de AirBack. Okay, donc on fait de l'AirBack, bientôt de la back. On sait faire de la back avec Atlas et Ranger. Voilà un petit peu. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié des choses, peut-être, mais j'espère que ça va vous donner une bonne premier aperçu de Starburst, Presto, Trino. Donc, Trino, c'est le nouveau nom de Presto, Presto SQL. Je peux vous raconter l'histoire si vous voulez. Et voilà. Merci pour votre attention. Merci, je pense que c'était très complet. Ouais, pas trop vite ou pas trop court. Non, je ne sais pas combien de temps on a pris. 3 quarts d'heure. Tu es data-driven par défaut, toi. Tu mesures en plus tes performances par temps. C'est pas mal, c'est pas mal. J'essaye de respecter bien joué, le format. C'est vrai. Question. Alors, il y a toujours une prime pour distance. Non, ici. Ouais, les champions vont rester Dominique et. Merci pour la présentation. Finalement, votre différenciation par rapport à des technologies type BigQuery avec les vues, par rapport à Athena, avec la galaxie de services AWS correspondant, comment vous vous positionnez? Alors, premièrement, Athena. Athena, qu'est-ce que c'est? C'est Presto SQL, c'est Presto DB. Okay, Athena, c'est Amazon qui a mis Presto DB en tant que service. Donc, par rapport à Athena, donc Athena, ça fait du SQL sur du S3, pareil. Nous, là, on va se positionner différemment par rapport à Athena. Un, c'est la fédération. Nous, on se fait connecter à 50 trucs différents. Donc, c'est très bien Athena si vos données sont dans S3, mais si elles sont dans Snowflake, dans Oracle et dans Kafka, ça devient plus compliqué. Ensuite, bon, c'est pas, par exemple, il y a le modèle de facturation est différent. Hein, on va payer la requête dans Athena. Et en termes de scalabilité de boîte noire, essayer de faire 50 requêtes concurrentes avec du Athena pour voir les perfs. Donc, la techno pour Athena, c'est du PrestoDB, pareil, mais on a des choses en plus, évidemment. Il y a des différenciateurs. Donc, ça, c'est Athena. BigQuery, on est partenaire Google. Et l'an dernier, j'avais fait un pitch avec Google à Big Data Paris. Parce qu'ils nous aiment bien, parce que justement, pour cette idée encore de fédération, vous avez encore des données on-prem, vous avez encore des données à droite à gauche. BigQuery, c'est bien quand les données sont dans BigQuery. Mais dès que les données sont ailleurs, c'est compliqué. On ne va pas aller plus vite que BigQuery, hein, ce n'est pas le but du jeu. Mais par contre, besoin de fédération. Il y a des gens qui disent BigQuery, c'est bien, mais ça me coûte un peu cher. Peut-être faire un peu de data lake, faire un mix entre data lake et BigQuery. Okay. Autre chose, BigQuery, on est en train de faire un test avec un client français dans le luxe. Ils ont du BigQuery aux US, en Europe. Pour faire une jointure entre l'US et l'Europe avec BigQuery, ce n'est pas possible en ce moment. Donc, avec nous, ils y arrivent. Bon, après, vous évacuez un peu les problématiques de latence réseau, etc., d'évolution de modèles de données dans les data sources qui ne sont pas homogènes aussi. Il y a bien tout ça. Comment, justement, je ne l'ai pas vu au niveau de l'interface, la gestion des erreurs, mettons, vous créez des produits data, des vues, etc., et derrière, les schémas, les bases de données opérationnelles, elles vivent, elles évoluent en permanence. Comment vous gérez
ces cas qui peuvent arriver et qui arrivent en permanence. Il n'y a pas de magie, hein, il n'y a pas de magie en informatique. En effet, le réseau, par exemple, je veux attaquer un data lake. Si mon data lake il a un petit réseau, enfin, je n'irai pas plus vite que le réseau. Bon. Les schémas qui changent, pareil, on n'a pas de magie pour découvrir automatiquement. On a des idées dans la roadmap pour essayer de proposer dynamiquement des jointures des choses. Mais aujourd'hui, le but du jeu, c'est que, pourquoi pas, hein, quand on a un schéma qui change, bah, via une API, je vais pouvoir mettre à jour le SQL de mon data product pour qu'il réponde bien. Après, si je tape sur un data product, un dataset dans lequel il y a une erreur parce que le schéma a changé derrière, il y aura un message d'erreur qui dira j'arrive plus à faire une jointure, etc. Donc, voilà, rien de magique là-dessus. OK. Et dernière petite question avant de passer la main. Vous avez parlé à un moment de Materials View, Ouais. donc les vues matérialisées. Où est-ce que sont stockées les données dans le cas de requêtes fédérées? Alors, dans ces cas-là, pareil, enfin pareil. Ce que je disais, c'est que la persistance de la vue matérialisée sont stockées dans le data lake du client. Nous, on ne stocke rien, zéro. Donc, on va stocker ça dans votre S3, dans votre HDFS, dans votre ADLS, dans un bucket particulier. OK, très bien, très clair. Merci pour la présentation, c'était très clair. Ma question, deux petites questions concernant le croisement des données SQL normales et relationnelles et données non SQL. Donc, normalement, en NoSQL, on ne va pas avoir toutes les colonnes de temps en temps. Est-ce que le logiciel va présenter en fait des messages, voilà, vous avez croisé cette ligne, mais pas celle-là parce qu'il n'y a pas les colonnes. Comment ça se gère ça? Alors, déjà, par exemple, quand je suis sur du Kafka ou du Mongo, où j'ai des données, une ligne, par exemple, dans du Kafka, ça va être un message, un topic, ça va être une table, ou dans un Mongo, un document, ça va être une ligne. Exactement. Alors, soit on lui donne des fichiers de schéma pour faire le mapping schéma colonne. Okay, donc, on lui dit à l'avance, ben voilà, dans mon schéma, c'est comme ça se représente des colonnes comme ça. On peut passer par Confluent pour Kafka, etc. On peut aussi directement faire du SQL, récupérer tout le fichier JSON, tout le document JSON. Et après, on a des fonctions SQL. On a des fonctions SQL élaborées pour travailler sur du JSON ou pour travailler sur des arrays, okay, sur des listes ou du JSON. Donc après, c'est... ouais, je vois votre question. Si jamais je suis sur plein de documents, tout d'un coup, il y a un document qui n'a pas cet attribut. Est-ce qu'il va le prendre nul? Bonne question. Est-ce que ça va être déclaré comme nul? Alors, à mon avis, la colonne va être vide pour ce document. Mais je ne veux pas dire de bêtises, mais à voir. Mais en effet, ouais, il faut qu'on mappe à un moment le JSON avec des colonnes, quoi. Exactement. Et ma deuxième question, très petit, on sait bien là que si on convertise toutes les données, parce que là on parle des Oracle, DB2, tout ça, chaque système il a ses propres conditions de performance, etc. Et aussi des conditions normalement en premise de temps en temps. Si on convertisse toutes ces données sur des formats parquet, on va aller plus vite normalement sur la performance. Donc pourquoi en fait, c'est ça ma question, c'est pourquoi un client il va dire au lieu en fait de transformer cette donnée ou de simplement envoyer cette donnée sur un point central dans lequel j'envoie en format parquet, pourquoi je vais plutôt préférer de taper directement sur les sources qui est tapé sur un format, sur un lieu déjà que c'est autorisé. Comme ça, ma golden source, là, je peux la rester en fait plus petit. C'est pas nécessaire de garder tout l'historique. Et garder l'historique sur un format parquet, que c'est plus performant sur la requête de large échelle. On est d'accord, nous, on va favoriser, mettre de plus en plus de choses dans des formats parquets, etc. Parce que en termes de coût, d'optimisation, c'est bien. Par contre, des fois, nous, on voit dans les entreprises classiques, arrêter du jour au lendemain un DB2 ou un Oracle ou un Teradata, ben, ça ne se fait pas facilement. Donc, le temps de la migration, le temps de, même dans DB2, on va quand même garder des choses, c'est dire, l'entreprise, OK, c'est bien beau de dire on va tout mettre dans le parquet, mais peut-être qu'on va faire ça dans 3 ans ou dans 2 ans. Mais en attendant, comment on fait pour faire un croisement entre DB2 et mon parquet? Donc, c'est ça aussi. On ne dit pas il faut tout laisser, mais on dit c'est pas grave si vous en gardez. Parce que c'est la vie, parce que vous rachetez des boîtes, parce que voilà. Donc c'est une réponse un peu. Il y avait une autre question.
Petite question comme plus petite que... Je vais faire au mieux. Merci pour la présentation, c'était très clair. Et en fait, moi, j'aurais une question. Si je comprends bien, votre produit, la vocation à vraiment se placer un peu comme couche d'échange centralisée entre la donnée et les consommateurs qui vont être derrière. Et du coup, si on se projette dans le cadre d'une grande entreprise, ça veut dire qu'en fait, cette couche d'échange, elle se traduit comment? Ça va être principalement un espèce de grand repository qui va contenir toutes les vues qui vont correspondre à tous les cas d'usage. Comment est-ce qu'en fait, on fait évoluer un petit peu ce patrimoine de données? Parce que là, on peut créer très facilement une ou deux vues. Par contre, comment est-ce qu'on s'assure qu'en fait, elles répondent bien à un cas d'usage, elles évoluent un petit peu dans le temps, sur un périmètre d'une grande entreprise, par exemple? Ouais. On travaille avec donc, la grande banque verte là, qui, au sein de son data hub, veut mettre du Starburst en tant que point d'accès unique à la donnée. Alors là, premier truc, c'est pas forcément déjà un seul cluster. On peut faire des clusters par use case ou par workload ou par entité. Okay, une autre banque noire et rouge en France, ils ont 20-30 clusters différentes, open source ou pour open source. Okay, donc on va faire des clusters un peu dédiés. Pourquoi pas? Ensuite, oui, rien n'empêche, il faut faire attention à la prolifération de ces objets. Donc, il faut aussi un peu de catalogue, il faut de la gouvernance avec de l'Atlas ou avec de l'Airback. Il faut organiser avec des schémas, des catalogues. J'ai pas de réponse miracle, c'est de l'accompagnement, c'est différents clusters, c'est pourquoi pas un outil de catalogue autour pour s'y retrouver. Je sais pas, je peux les citer, enfin un Colibra ou autre, mais pour se retrouver dans tout ça. Et puis tout le monde n'a pas le droit de créer des vues partout, n'importe quand. Ok. Donc, et ça, on démarre sur un use case, 2 use cases, 3 use cases. On met bien en place des droits sécurisés, de la gouvernance. Pourquoi pas on fait un deuxième cluster pour accès, voilà, pour certains métiers, etc. Donc c'est pas une réponse très peut-être dans la roue blanche. Merci pour la réponse. J'avais une autre question, du coup, j'ai le droit. Encore plus. Mais du coup, ça se traduit comment en fait d'un point de vue implémentation? Parce que c'est pas incompatible du coup avec conserver les anciennes méthodes de query traditionnelles. Vous avez plutôt justement tendance à dire on fait un use case, un deuxième et on s'intègre progressivement? Oui, tout à fait. Et si il y a des use cases où on va directement dans Teradata, garder l'accès direct à Teradata. Hein. Nous, on ne va pas dire on va plus vite que Teradata. Donc c'est vraiment suivant les use cases, suivant les besoins, Data Lake ou fédération, c'est là où on a de l'intérêt. Yeah, merci beaucoup. De ce côté-là, non. Il y a une grosse question ici. Dernière question, rapidos. Je comprends bien, là, en fait, si on va installer votre application, ça va être comment, en fait, si j'utilise un cloud type AWS, ça va être via format EC2? Alors, ça va être dans de l'EKS, on est disponible dans les marketplaces, hein, ça peut être disponible via la marketplace AWS, sinon on déploie ça dans un EKS, dans un cluster EKS Kubernetes avec des Helm charts, et on déploie. Nous, on peut avoir zéro accès à autre chose, on se connecte à votre Glue, à vos buckets S3, et puis voilà quoi. Okay.